Et en fait, ça me fait rire quand je vois sa copine actuelle, la femme actuelle de Norman, avec qui il a un enfant maintenant, ben c'est une Insta babe. Et je me dis, mais en fait, est-ce que sa meuf actuelle, ce serait pas une énième fille chinée sur Internet qui a su le prendre à son propre jeu et retourner tout ça à son avantage, c'est-à-dire le garder, lui faire un gosse et du coup se marier avec lui. Ça veut dire qu'elle a entre guillemets l'officielle, donc celle vers qui est tournée la lumière, celle aussi qui récupère, bling bling, qui récupère la caisse à la fin. Bonjour YouTube, coucou à tous mes ex et joyeuses fêtes à tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de la fameuse histoire de Norman. Norman fait des vidéos. J'en parle pas pour l'histoire en elle-même, mais plutôt pour parler du rapport homme-femme et plus spécifiquement de la manière dont notre génération, enfin ma génération, voire la génération en dessous de moi, envisage la rencontre et les rapports homme-femme et la sexualité. Et j'avais envie de parler de cette histoire de Norman et de mettre en fait cette histoire en parallèle avec un autre fait d'actualité qui s'est passé sur internet, mais qui est un petit peu plus passé sous silence. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Évidemment, je vous spoil pas tout de suite ce avec quoi je vais le mettre en parallèle. Comme ça, vous regardez jusqu'au bout et on est parti. Dans cette vidéo, mon but n'est absolument pas de défendre Norman. Ce qu'il a fait, c'est très grave, c'est tout à fait condamnable et merde, merde à lui pour les années à venir qui, à mon avis, ne vont pas être faciles. Mais voilà, il est tout à fait coupable. Et là, je ne vais pas du tout chercher à le défendre et à légitimer quoi que ce soit. Ensuite, si jamais à certains moments, j'ai des propos ou des positions qui peuvent sembler dures envers les jeunes filles dans cette histoire, c'est pas parce que je vais dire des choses dures que je pense pas qu'elles sont quand même victimes et que j'ai pas de compassion pour elles et que ce n'est pas malheureux ce qui leur est arrivé, mais ça n'empêche que c'est pas parce qu'elles ont été entre guillemets la victime dans l'histoire qu'on ne peut pas remettre en question ce qui s'est passé, y réfléchir, revenir dessus. Voilà, donc j'espère que c'est clair là-dessus et que je me ferai pas attaquer pour mon positionnement, parce que je trouve ça d'autant plus intéressant de venir peut-être avoir des points de vue auxquels on s'attend un petit peu moins. Donc, avant qu'on commence quand même, j'aimerais qu'on se mette d'accord également pour reconnaître que ces jeunes filles ont été aussi médiocres que Norman a été médiocre dans cette histoire. Enfin, en gros, cette histoire met quand même bien en lumière la médiocrité qui peut exister dans les rapports hommes-femmes actuellement. Et je pense qu'aussi on peut résumer beaucoup de tout ce qui s'est passé en disant que clairement Norman semble avoir pris une revanche sur les meufs et sur sa vie en se vengeant autant, parce que l'attitude qu'il a eue, c'est pas simplement jouir de son positionnement, il a vraiment pris du plaisir dans son rapport de domination avec ces jeunes filles. Et on peut clairement imaginer, vu le physique qu'il a, que avant d'avoir eu du succès, d'être connu, d'être célèbre, d'avoir de la thune et de la notoriété, il a dû bien galérer avec les meufs. Quand on voit son physique, voilà, sans rien dire de méchant, mais il est maigrichon, il est tout pâle, il n'a pas un très beau visage. Bon voilà, c'est factuel, hein, j'ai pas dit il est affreux. Juste factuellement, il ne rentre pas dans les critères de beauté de la plupart des meufs qui sont par ailleurs très sélectives à l'adolescence, enfin très exigeantes à l'adolescence. Et il a dû bien galérer, bien se faire recal. On connaît la méchanceté des filles, ça se trouve, voilà, il a dû bien galérer. Peut-être qu'il s'en est pris plein la gueule. Ça n'excuse rien, mais on peut imaginer le ressentiment qu'il a pu accumuler vu le physique qu'il a. Voilà, il n'a pas dû avoir accès à beaucoup de très jolies filles, de filles très sexy, et que là, non seulement il a pris une revanche, voilà, mais quand on voit le profil des filles auxquelles il s'en est pris, c'est clairement des petites adolescentes qui, à l'époque, devaient le recal et être bien méchantes avec lui. Ensuite, il y a les histoires virtuelles et les histoires réelles. La plupart des histoires virtuelles, elles sont avec des filles assez jeunes, c'est assez limite. Bon, ben, voilà, ça reste du virtuel. Je pense pas que ce soit une grosse pression, un gros trauma que d'avoir envoyé des nudes. Je sais que ça peut sembler trash dit comme ça, mais il vaut mieux qu'elles en aient envoyé plutôt qu'elles en aient reçu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais moi, si à cet âge-là, j'avais vécu ça, et d'ailleurs j'ai vécu parfois des trucs comme ça, j'aurais préféré juste
Même si après on ne sait pas où finissent ces images, on est bien d'accord. Mais au moins, c'est comme si on était entre guillemets épargné dans le sens où si on envoie une photo, 2 photos, 3 photos, ben c'est nous, c'est notre corps. Voilà. Par contre, si la personne à qui on envoie ça, elle commence à nous envoyer des photos d'elle, à se filmer, à faire des lives, là, ça devient beaucoup plus traumatisant. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand c'était les débuts d'Internet, parce qu'encore, moi, quand tout ça est arrivé, c'était le début d'Internet, les débuts des chats, les débuts de Skyblog. Maintenant, les parents qui laissent ce genre de choses arriver, mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir des conversations en fait avec des gens, je ne sais absolument pas qui c'était, ça popait, enfin à l'époque des MSN, je ne sais pas si vous aviez connu ça, mais je pense que des fois il y avait des adresses MSN qui tournaient et du coup on se retrouvait à parler à des vieux blédards ou bref. Et moi, ça arrivait plusieurs fois que je tombe sur des profils inconnus sur Messenger qui commençaient à me parler. Évidemment, moi, je répondais parce que j'étais curieuse, hein, je l'admets tout à fait. Alors que là où d'autres auraient juste pu fermer les conversations en ayant peur, moi, j'étais hyper curieuse et je répondais. Ça a fini par me passer. Et ça arrivait plusieurs fois que en fait, ce soit des mecs qui me parlent et puis qui activent leur webcam et qui commencent à se masturber, en fait, quoi. Et voilà, quand on voit ça à 13 ans, 12 ans, parfois 11 ans, ben évidemment c'est un peu choquant et ça laisse quand même des images et surtout un rapport à la sexualité où c'est comme ça, ben justement là pour le coup intrusif, sans consentement, c'est surprenant. Mais ça reste virtuel donc franchement ça ne m'a pas traumatisée plus que ça et puis ça m'a fait réfléchir aussi à moi, à mon comportement. Je me suis dit ah mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est peut-être irresponsable ou si jamais mes parents le voient ou si c'est enregistré, enfin... Voilà, je me remettais aussi moi en question et ça ne veut pas dire pour autant que je culpabilisais parce que c'est différent. Mais je me remettais en question en me disant ok, j'ai été actrice de ça, j'ai été curieuse, j'ai testé, j'ai voulu jouer le jeu, j'ai voulu faire un peu comme les grands aussi. Bon ben ça ne m'a pas plu, voilà. Heureusement ce n'est que virtuel et maintenant on est à l'ordinateur et on va se coucher. Et puis Dieu merci, tout va bien quoi. Et ensuite, il y a les histoires physiques, j'allais dire en présentiel, mais ça ne se dit pas vraiment. Les histoires physiques. Et alors là, c'est différent parce que c'était des jeunes filles qui étaient quand même déjà, certaines qui étaient majeures. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, là c'est toute la question du viol rétroactif. Et cette question, elle est hyper tendue parce qu'alors, ça devient très compliqué de prouver un viol et c'est très angoissant pour les hommes de savoir que cette nouvelle notion existe parce que ça veut dire que n'importe quel rapport sexuel pourrait être en fait précéder une plainte et un passage au tribunal, enfin, ce qui serait vraiment abominable. Mettez-vous à la place de n'importe quel homme qui est un peu connu, qui a de la notoriété, qui a de l'argent, qui, comme n'importe quel homme, aimerait avoir des rapports sexuels. Et ça veut dire qu'il n'est pas à l'abri en fait qu'une jeune fille mal intentionnée se retourne contre lui et ça s'est déjà vu quoi. Donc cette notion de viol rétroactif elle est compliquée mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Par contre ces jeunes filles qui se plaignent et qui l'accusent de viol, je trouve ça assez culotté. Encore une fois, je n'ai pas été à leur place et je suis désolée qu'ils aient eu à vivre ça, mais on ne peut pas complètement les déresponsabiliser dans cette histoire parce qu'elles ont été actrices de la chose, elles ont passé parfois 1 an, parfois 6 mois, elles ont quitté leurs copains pour cette relation avec Norman qui en plus n'était que virtuelle et il n'avait pas une grosse emprise psychologique sur elle parce que c'était simplement « Ah oui, si tu me parles pas, alors salut ». Donc oui, c'est peut-être ça c'est du chantage en fait, ça c'est juste du chantage émotionnel, c'est du chantage affectif. Mais ce n'est pas de la manipulation, il ne faut pas tout mélanger et tout exagérer et toujours faire porter uniquement le chapeau aux hommes parce qu'évidemment que dans les rapports de séduction, il y a du mensonge, il y a de la domination, il y a des rapports de force, mais tout ça est toujours ok tant que l'intention, l'objectif, il reste positif, bienveillant, et tant qu'on est animé par l'amour et qu'on aime l'autre et qu'on a envie d'être proche de l'autre. Bon voilà, là l'intention elle était assez malveillante, c'était de l'abus de pouvoir et c'était même pas, et c'était beaucoup de mensonges quoi. C'était même pas à mon avis du sexe amusant parce que c'était des jeunes filles qui n'avaient aucune expérience, qui étaient mal dans leur corps et en plus comme ils les séduisaient pas, elles n'étaient pas du tout dans une posture enfin voilà, d'être ouvertes, de trouver ça agréable, de se donner à lui. Donc
C'était pas pour le sexe, c'était clairement pour ce rapport de force. Et donc, où est-ce que j'en étais? Et donc, ce que je vais dire là, ça peut sembler peut-être un peu dur, mais j'espère que ce ne sera pas mal interprété, et j'ai pas non plus envie de faire une hiérarchisation des douleurs, mais voilà, il y a le viol pur et dur, l'agression sexuelle, où on est forcé, où on a un flingue parfois sur la tempe, où il y a d'autres hommes qui nous tiennent, enfin voilà, ça c'est un viol, ça c'est une agression sexuelle, il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, après on finit avec des... Enfin voilà, désolée, je vais être trash, mais avec des blessures comme des fissures anales, enfin des déchirures. Bon, clairement, là, il n'y a pas de doute, vous pouvez avoir des coups, des blessures. Ensuite, il y a la manipulation psychologique, mentale, qui est par exemple, si tu ne me fais pas ça ou si tu ne me laisses pas te faire l'amour, je vais montrer telle photo nue de toi. Ou je vais, ou si c'est un patron par exemple, ah oui, vous allez perdre votre poste. Ou enfin voilà, et ça c'est des pressions psychologiques qui font que alors c'est une agression sexuelle ou un viol. Ok, c'est de la manipulation avec des moyens de pression. Après, il y a aussi la manipulation sur le long terme où vraiment on va détruire quelqu'un psychologiquement en lui disant t'es qu'une merde, mais t'as besoin de moi, sans moi tu saurais rien faire, personne ne t'aimera comme je t'aime. Ok, ça peut rentrer dans le contexte aussi d'une manipulation psychologique. Mais ce que Norman il a fait, c'est aucun de ces deux trucs-là. Ce que Norman il a fait, c'est uniquement du chantage émotionnel, du chantage affectif. C'est tout. Il a dit, ah, tu veux plus me parler? Ah bah si c'est comme ça, alors ben, je m'en vais. Bon, voilà. Et encore une fois, je ne veux pas minimiser la souffrance de ces jeunes filles, mais j'ai envie de dire, clairement, elles n'ont pas subi de grosses manipulations, de grands jeux psychologiques. Elles ont subi un chantage affectif. Et elles étaient OK de subir ce chantage affectif de manière virtuelle, en partie, attention, parce que elles nourrissaient en elles l'espoir d'accéder à un autre lifestyle, d'accéder à Norman, de devenir la copine de Norman. Et c'est là où est tout le problème, c'est qu'il y a une espèce de naïveté, mais qui est ridicule, qui n'a rien de charmant, des jeunes filles de cette génération, enfin de beaucoup de jeunes filles même de ma génération. On nous fait croire comme ça que tout nous est dû, qu'on est des espèces de princesses, que l'amour n'est pas du tout conditionnel et qu'on mérite le monde servi sur un plateau d'argent. Et effectivement, tant qu'on a allé jusqu'à 25 ans, pour certaines parfois 30, mais bon, on va dire jusqu'à 25 ans, tant qu'on est très jeune et très jolie et très fraîche et très bien en forme, ben oui, en fait, pendant quelques années, ça dure où le monde est un petit peu à nos pieds. Mais l'amour est conditionnel et c'est là où il y a une espèce de naïveté, c'est que ces jeunes filles, typiquement, qu'est-ce qu'elles ont cru? Elles ont vraiment cru que elles allaient avoir accès à un mec comme ça alors qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire, que c'est vraiment loin d'être des bombes, enfin voilà, physiquement, d'être des beautés, des filles hyper sexy, super charismatiques. Et c'est pas grave de pas être incroyablement belle, sexy et intéressante à cet âge-là, enfin c'est normal, c'est tout à fait normal. Par contre, il faut être lucide sur notre normalité et ce à quoi on peut prétendre. C'est comme dans le monde du travail, si on n'a aucun diplôme, qu'en plus on est en mauvaise santé physique et qu'en plus on n'a aucun des codes sociaux, bah oui, ça va être très compliqué. On ne peut pas prétendre à devenir PDG d'une société. Enfin, c'est caricatural, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, c'est exactement pareil pour les rapports hommes-femmes. Il y a un moment, il faut accepter le fait que l'amour en couple, il est conditionnel. Le seul amour qui est inconditionnel, c'est entre un parent et son enfant. Mais l'amour en couple, il est conditionnel. Et heureusement, c'est ça qui fait qu'on fait des efforts, qu'on est gentil, qu'on fait du sport pour rester mince, qu'on essaie de bien s'habiller, qu'on fait des efforts de communication. Parce que si on ne fait pas tous ces efforts, eh bien, ça ne peut pas marcher. Alors qu'avec nos parents, on sait comment c'est. Des fois, on dit je t'emmerde et je te déteste et tout. On peut parler comme ça parce que c'est un amour qui est inconditionnel. C'est pas possible qu'il nous lâche. Alors, bon, évidemment, jusque mesurément, mais vous comprenez l'idée. Donc, je suis assez choquée par l'interprétation médiatique de cette histoire où on présente ces filles comme des
pauvre victime. Et en fait, c'est humiliant, c'est infantilisant pour elle. Et même, on ne reprend jamais les termes qu'elles disent, mais la jeune fille qui était à TPMP, elle a dit « Ah ouais, ben s'il n'avait pas été connu, moi je ne lui aurais jamais parlé. » Ben oui, ben... Et on la laisse dire ça sans aucune forme, sans aucune autre forme de procès. Enfin, on la laisse dire ça sans relever. Enfin, il y a plein d'autres choses qui ont été dites. Cette jeune fille à TPMP, elle a dit oui, si il n'avait pas été célèbre, je n'aurais pas fait ça, parce que moi, c'est pas mon style, sous-entendu, il est moche. Ok, donc, donc qu'est-ce qui a animé ta démarche? Ah, est-ce que c'est pas un peu de la vénalité et de la bêtise? Ben si. Et quand bien même ce serait des Madame Tout-le-Monde, franchement, si vous voulez draguer, et là c'est un conseil que je vous donne, une personnalité publique. En fait, vous avez tout qui vous est servi sur un plateau d'argent pour draguer cette personne. Et moi, je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai eu quelques histoires avec des youtubeurs, avec des personnes connues. Et en fait, moi, j'avais tout à disposition pour pouvoir les séduire. Et voilà, il y a une forme de manipulation dans la séduction. Mais moi, j'ai fait tout ça en étant bien intentionnée parce que c'était des personnes qui me plaisaient. Mais j'avais tout à disposition. Enfin, en fait, quand c'est des youtubeurs, souvent, c'est des gens qui racontent leur vie. Comme Norman, il a raconté beaucoup sa vie. Puis une fois qu'il est devenu public, il y avait des reportages sur lui. Et souvent, avec ce genre de personnes, vous avez tout à disposition. Vous avez comment s'est passée son enfance, quel type d'humour est-ce qu'il a, quelles sont ses références culturelles, quels sont ses goûts, à quoi est-ce qu'il est sensible, où est-ce qu'il habite, quel travail est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a des animaux de compagnie, vraiment, il faut manquer cruellement d'intérêt, d'imagination, d'enthousiasme, de curiosité que pour ne pas être capable d'utiliser le fait que tout est mis en lumière pour savoir comment le séduire. Est-ce qu'il est auditif? Est-ce que si? Est-ce que ça? Il y a des tas de choses à faire. Et ça met bien en lumière le fait que, que les femmes ne s'intéressent pas du tout à ce qui excite les hommes. Beaucoup de femmes pensent que c'est très simple. Évidemment, il y a toutes les choses évidentes. Oui, mettre des talons, la lingerie, mettre du rouge à lèvres. Oui, bon, ok, mais ça, c'est très facile. Mais quand un homme vous plaît, mais il y a des tas de choses beaucoup plus précises et propres au mec que vous convoitez, des choses qui lui sont propres dans ses goûts, dans sa sensibilité, dans son histoire. Et parce que c'est pareil pour nous, oui, on aime bien, toutes les filles, elles vont dire, oui, moi j'aime les grands bruns ténébreux, qui sont dominants, mais qui sont doux, qui sont communicatifs, mais en même temps qui savent ce que je veux sans devoir parler. Bon, voilà, les filles en général n'ont pas de grande créativité, mais c'est comme les trois quarts des êtres humains. On a des choses basiques, mais après, on a des choses qui nous sont propres. Moi, j'ai des critères et des trucs par rapport à mon vécu. J'ai des triggers, si on veut, ou des petits kinks qui sont propres à ma personne et à mon histoire. Et je pense que d'ici quelques années où j'aurai plein de vidéos YouTube et plein de contenu sur Internet, n'importe qui pourrait vraiment faire mon profil et dire « Ok, si je veux séduire Olivia, je dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Voilà, et je trouve ça dingue que, bon, évidemment, les filles de 14 ans, on ne va pas leur demander de faire ça, mais celles de 18 ans... voilà, et même sans rentrer dans des grands jeux psychologiques, mais juste avoir des trucs à lui dire. Et en fait, ça me fait rire quand je vois sa copine actuelle, la femme actuelle de Norman, avec qui il a un enfant maintenant, mais c'est une Insta-babe. Et je me dis, mais en fait, est-ce que sa meuf actuelle, ce serait pas une énième fille chinée sur Internet qui a su le prendre à son propre jeu et retourner tout ça à son avantage, c'est-à-dire le garder, lui faire un gosse et du coup se marier avec lui. Ça veut dire qu'elle a entre guillemets l'officielle, donc celle vers qui est tournée la lumière, celle vers qui aussi, enfin l'argent vers qui, celle aussi qui récupère, gling gling, qui récupère la caisse à la fin. Voilà, et donc j'ai envie de dire, enfin je me demande, hein, c'est peut-être pas très gentil, mais est-ce que sa femme, ce serait pas une Insta-babe qui a retourné le jeu de Norman contre lui et qui a réussi à tirer avantage de tout ça. Également, par rapport à cette histoire, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on présente Norman comme vraiment étant un gros dégueulasse et que c'est affreux ce qu'il a fait et que c'est vraiment immonde et immoral et tout. Alors, certes, ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais après,
qu'il ait eu du désir pour des jeunes filles pubères et aussi qui jouissent et qu'il ait eu envie de jouir d'un certain rapport de force, mais en fait c'est propre au désir masculin. Et donc évidemment là ça a été poussé à outrance, mais il y a toujours une part de ça dans les rapports hommes-femmes et il y a toujours de ça dans le désir masculin. Et ce n'est pas sale, ce n'est pas honteux, et vouloir absolument incriminer son désir plus que ses actes, la nuance est subtile, mais bon, vouloir absolument incriminer le désir masculin au final en disant c'est dégoûtant qu'il ait été excité par des jeunes filles, ben en fait moi ça me gêne parce qu'il y a des tas d'autres histoires d'actualité, enfin il y a des tas de réseaux pédophiles, il y a tout ce que vous voulez, il y a des tas d'histoires qui existent qui méritent notre attention, notre dégoût, notre rejet. Mais celui-là, en plus envers un mec qui n'est déjà pas dans la toute-puissance masculine et dans le machisme et dans ce qu'on veut, franchement, vous voulez vous en prendre à... Il n'y a pas encore plus faible quoi, comme proie. Donc oui, ce qu'il a fait, évidemment, c'est pas bien et je le condamne. Mais par contre, moi, ce que je trouve mal, c'est d'avoir vraiment abusé des jeunes filles et d'avoir été trop loin dans cet abus de pouvoir. Mais le fait de vraiment dire que c'est dégoûtant qu'il ait eu du désir, ben, je trouve ça malheureux parce que c'est pas la bonne attitude à avoir, c'est pas le bon message envoyé du coup aux jeunes générations. Encore une fois, cette notion de viol rétroactif, elle est aussi très toxique. Voilà, et maintenant j'en viens à cette fameuse deuxième histoire que je voulais mettre en lien avec celle-ci. En fait, c'est le reportage de Marie Saint-Filtre à propos des femmes en cité. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus de ce reportage et de cette fille, parce que moi je la trouve géniale. En plus elle est super belle, elle est toujours bien habillée, elle est vachement subtile parce qu'elle arrive à s'immiscer dans toutes sortes de milieux. Enfin moi je la trouve vraiment géniale. Je regrette peut-être juste qu'elle ne prenne pas plus de positions plus tranchées. En même temps je comprends que sa position c'est plus comme un journaliste ou quoi, enfin elle se doit d'avoir une certaine neutralité. Encore que, bref, mais donc elle a fait ce reportage sur les femmes en cité et c'est abominable. Je l'ai regardé ce matin et puis j'ai eu besoin de partir un peu prendre l'air, voir le soleil, boire un latte parce que c'est d'une tristesse. Bon, quand on est un peu lucide et qu'on vit en ville, on sait que tout ça existe, mais c'est quand même d'un niveau de lugubre et de triste. Et pourquoi est-ce que je veux en parler? Je veux en parler parce que tout est dans ce reportage. Il y a des mineurs qui se voient forcés de vendre leur corps, qui se retrouvent être prostitués à 14 ans pour des mecs de cité, voilà, pour pas faire de discrimination, je veux juste dire des mecs de cité. Elles subissent la pression de leurs frères, il y a des viols dans les caves, il y a des tournantes. En plus, donc en fait, ce qui est affreux dans cette situation, c'est qu'il y a d'une part toute la violence sexuelle des hommes qui est là et qui est complètement impunie parce qu'on le voit dans le reportage dès qu'ils essayent d'appeler la police. Marie et le mec avec qui elle fait le reportage, ils en ont rien à foutre et ils font un parallèle parce qu'après ils rappellent la police pour autre chose, pour un vol de scooter, pour voir la réaction. La réaction de la police pour un vol de scooter, elle est immédiate, alors que la réaction de la police quand ils appellent la police en fait pour dire oui, il me semble qu'il y a une jeune fille de 14 ans qui se prostitue ou qui est forcée de se prostituer dans tel hôtel, il faudrait que vous y alliez. Il y a quasiment zéro réaction. En plus, le dialogue est très bizarre, très conflictuel. Donc c'est très choquant. Donc d'un côté, vous avez cette violence qui est subie par toutes les femmes. D'un autre côté, il y a ce truc de si une fille a eu un seul rapport sexuel, c'est une pute. Enfin, genre les filles ne peuvent rien faire, mais si jamais il y en a une qui fait quelque chose, c'est une pute. Mais si jamais ce quelque chose, en fait, c'est un viol dans une cave, c'est un viol dans la rue, c'est un viol, ce sera pareil, c'est une pute. Et en plus de ça, après, il n'y a que des interdits, il n'y a quasiment aucune possibilité de s'en sortir. Et en plus de ça, il y a la drogue. Et en plus de ça, il y a l'absence de justice et de la police. Donc là, si vous voulez, il y a un tableau qui est dressé, mais qui est abominable. Et il y a des jeunes filles qui témoignent des viols qu'elles ont vécus, d'histoires qu'elles ont entendues. En plus, la plupart, elles ne savent même pas ce que c'est la contraception. En plus de ça, elles sont contre l'avortement, donc elles se retrouvent parfois avec des gosses.
c'est vraiment lunaire, quoi. C'est lunaire, c'est désespérant. Et certaines qui ont vécu ça, à différents niveaux, mais certaines qui ont vécu ça, elles disent, ah oui, oh, moi je me suis fait violer à tel âge, et elles en parlent comme si, comme une chute à vélo, quoi. Ma copine s'est fait violer, c'est pas vrai. Un jour, j'ai discuté avec un garçon, il était vraiment énervé, qui m'a menacé avec son flingue, quoi. Il m'a dit, moi, je vais te buter, en fait. C'est une histoire de famille dans laquelle une fille était considérée comme une pute. Un crime d'honneur. Voilà. Et du coup, elle se retrouve découpée, brûlée. Elle se retrouve découpée, brûlée dans une valise. Il me la ramène, tu vois, de force, il me ramène ma fille. Elle est pleine de bleus, d'hématomes. Elle a une tuberculose latente, elle a une gingivite, elle a la gale. Enfin, franchement, elle est dans un état sans pire, quoi. Elle n'a pas de petite culotte, elle faut que quand je me taper pareil, pas bouger du lit, pas de téléphone. Ce qu'il mangeait lui, elle avait des restes de soins qu'il faut par jour. Enfin, tu vois, quand même. Et avec ça, on me dit qu'on ne peut pas retenir la barbarie ni la traite. Franchement, c'était encore. Autant les services sociaux, les enfants, l'ASE, les flics. Puis j'ai beau faire n'importe quel commissariat ou n'importe quelle brigade, que ce soit la brigade des mineurs, la brigade des stupes, les proxos, tous la même chose. Et en fait, je ne sais pas, c'est après en lisant que j'apprends. En fait, quand il faisait faire des passes, il fallait continuer. Dans les Airbnb, il faisait le pommeau de touche de la salle de bain, il faisait des lavements au tuyau. Tu vois. Et après, derrière, un souterrain. Donc en fait, moi, je sais pas que dans sa tête, la salle de bain, elle a ce rapport, tu vois. Et tout ça, je peux pas le savoir. Moi, je suis sa maman. Et là, on me demande d'être l'enquêtrice, la psychologue, l'éducatrice, même l'avocate peut-être. Et les professionnels sont pour me permettre d'être plus sa maman, que c'est la consoler. Son proxénète qui est aussi son mec. Ah oui, complètement. Parce qu'elle a été vraiment éperdue amoureuse. Non, c'était ce que je... Parce qu'à ce moment-là, tu te rends pas compte que ton enfant, il y a de l'emprise, qu'il y a quelqu'un derrière. T'as juste l'image de la passe, quoi. Ouais. Je la ramène. Je l'amène à l'hôpital, on fait des expertises et tout, on fait des dépositions. Mais en fait, il y a toujours l'emprise de ce mec sur elle. Et moi, ça, je sais pas ce que c'est l'emprise. Voilà. Tu dis quelqu'un est sous emprise. Voilà. Non. Donc, je m'attends pas, mais elle finit par repartir. Et même dès le pas de la porte, il me demandait de dire bonjour à son pénis. Et je lui disais, arrête, parce que moi, ça me repousse, et je me sens pas bien dans cette relation et tout ça, il va falloir que tu changes. Je voulais quelque chose de sérieux et que ça fonctionne. Bah, c'est à mon tour de lui renvoyer un message. Je sais pas trop pourquoi je le fais à ce moment-là, mais parce que je pense qu'il y avait une certaine attache quand même envers lui, et bah, notre conversation, elle revient comme avant. Et au bout d'un certain moment, bah, du coup, j'entre en études supérieures, et donc du coup mon école décide de faire un voyage à Paris, et c'est à ce moment-là que du coup je me dis bah, c'est le moment de le voir. Donc du coup je lui dis très clairement que j'ai un voyage prévu pendant 3 jours à Paris. Soit j'arrive chez lui, il me prend dans ses bras, il m'embrasse, et du coup pendant la soirée bah, il me propose déjà un verre. Bah moi tellement stressée, je lui demande que de l'eau. Je me souviens que je me renverse mon verre, il m'avait dit quelque chose d'un peu salace par rapport à ça, parce que bah forcément c'est tombé sur le sein. Il décide d'acheter après à manger, et pendant qu'il mange, et bah du coup on commence à regarder Black Mirror. Il commence à se rapprocher de moi et à m'embrasser. Je voulais absolument qu'on se voit, et j'insistais beaucoup sur le pourquoi tu veux que je vienne à Paris. Le seul truc que je voulais entendre, c'était un réveil artistique qui me dise parce que je t'aime, parce que je suis amoureuse de toi, parce que j'ai envie d'être avec toi. Donc j'ai insisté énormément. Il a fini par me dire ce que je voulais entendre. Et évidemment, je ne souhaite ça à personne, et il n'y a pas une agression mieux qu'une autre, c'est pas du tout ça que je veux dire. Par contre, je pense qu'il y a un côté où notre génération et la génération en dessous de moi devient très fragile, et quand on se laisse avoir par un mec comme Norman, et que c'est une emprise qui n'est que virtuelle, et qu'en plus à chaque fois il dit bah, oh si c'est comme ça on arrête de parler, et enfin je trouve qu'il y a une faiblesse émotionnelle, une faiblesse de caractère, en même temps mêlée à une fascination pour la thune, et enfin voilà, un côté vénal à cause, mais en partie de l'argent facile que certains youtubeurs, certains influenceurs peuvent faire. Et en plus de ça, une espèce de méconnaissance des réalités et des rapports hommes-femmes. Ces 3 trucs-là mis ensemble, c'est désespérant, c'est vraiment désespérant.
Et donc, ces filles, ben, elles ont été victimes de Norman, mais elles sont aussi victimes, je trouve, de leur propre médiocrité. Et j'espère que cette histoire, elle mettra un peu les doigts dans la prise de certaines autres jeunes filles et que ça les amènera à peut-être prendre plus leurs responsabilités et de ne pas toujours se présenter comme des victimes. Surtout que ce qui me dérange, c'est qu'on fait comme si elles n'avaient aucun intérêt. Elles disent toujours « mais moi je voulais être pote ». Tu veux que venir me voir pour faire je sais pas quoi avec moi. Enfin, moi je veux juste qu'on soit amis en fait. Bien sûr que non, qu'elle voulait pas être amie, elle voulait être soit leur meuf, soit dans le cercle, enfin elle voulait profiter de son argent, de son intérêt, de sa lumière, voilà, c'était pas du tout désintéressé. Et ou peut-être même elles étaient intéressées aussi affectivement, amoureusement par lui. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, mais de les présenter comme si elles n'avaient aucune libido, aucun désir sexuel, qu'elles n'avaient jamais rien voulu avec lui, je trouve ça très perturbant. Je trouve ça très perturbant. Et bon, évidemment, moi, j'étais pas à leur place, mais je me dis aussi, je trouve ça fou d'avoir si peu d'enthousiasme, si peu d'intérêt, si peu... Après, ce que je veux dire là, c'est vraiment propre à moi et je veux pas que ce soit pris comme une provocation, mais... À 18 ans, si j'avais réussi à entrer en contact avec une personnalité comme ça et que je vois que je suscite son intérêt et qu'en plus je peux avoir un rendez-vous, un date, moi je lui aurais sauté dessus en fait, j'aurais été ravie et je me le serais accaparée et voilà. Et puis j'aurais été tout à fait lucide quant au fait que cette histoire allait probablement durer juste un petit temps, mais j'aurais kiffé quoi. Et je veux pas que ce soit mal interprété. Hein, on est bien d'accord que c'est pas ce qui s'est passé pour ces filles, mais merde quoi, elles n'ont pas de libido, elles n'ont pas de sexualité parce qu'elles s'expriment toutes comme ça en disant « et alors il voulait que je l'embrasse et alors… » Ben oui, mais en fait pourquoi est-ce que tu es venue alors pourquoi est-ce qu'elles sont venues? C'est ça que je trouve très bizarre, où on a envie de leur dire « mais il y avait des mois de négociations, on t'aurait très bien pu simplement couper court, donc… » À un moment, c'est peut-être toi psychologiquement qui n'a pas toutes les l'eau à tous les étages, quoi. Donc on parle beaucoup de la misère sexuelle masculine, mais enfin la misère sexuelle et affective masculine, mais franchement, cette histoire, elle met aussi bien en lumière la misère sexuelle et affective des femmes, parce que vraiment pour être autant à côté de la plaque, c'est chaud quoi. Donc je voulais mettre ça en lumière avec ce reportage de Marie Saint-Filtre où j'ai envie de dire que peut-être on commence à devenir un peu trop fragile et qu'il serait temps de se renforcer, d'être plus lucide, d'avoir plus confiance en soi, d'être plus solide, parce qu'il y a d'un côté les petites occidentales et les petites bobos à qui on fait croire que ce sont des princesses, que l'amour est inconditionnel et leur sera servi sur un plateau d'argent avec en plus une carte de crédit illimitée. Et d'un autre côté, il y a les filles de cité à qui on fait bien comprendre que l'amour est uniquement conditionnel, que souvent c'est également régi par des lois religieuses, parce qu'en plus il y a un interdit de la contraception et parce qu'en plus il y a une schizophrénie entre tout est interdit mais pourtant ils sont tous en chien et ils ne rêvent tous que de ça. Voilà, et avec en plus autour d'elles plein d'histoires absolument affreuses. On leur dit bien attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne t'habille pas comme ci, ne t'habille pas comme ça, parce que sinon ça va mal se passer. Et tous les discours que les bobos ils tiennent en disant mon corps, mes choix, jamais comment on s'habille ou si on boit ça devrait être responsable, enfin ça devrait être la cause d'une quelconque agression ou viol. Là je peux vous dire qu'ils le disent tous. Ah ouais mais si elle est habillée comme ça, ah oui mais si jamais elle boit, et que souvent si ça arrive et qu'une fille se fait violer, elle va aussi se faire bannir parfois par les autres filles de la cité, enfin bon bref. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur cette histoire qui m'a fort énervée. Encore une fois, je ne veux pas défendre Norman hein, et je ne veux pas non plus humilier ces filles. J'en parle de manière générique, mais voilà, parce qu'on est tous en train de s'apitoyer sur le sort de ces filles. Alors que j'aimerais dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnalités, des gens qui ont subi des traumas, des abus. Mais bon, évidemment, c'est des cas extrêmes, mais souvent, une personne qui a vécu un viol traumatisant, elle va avoir des épisodes dissociatifs, un trouble dissociatif.
ben, excusez-moi, mais quand on voit ces jeunes filles témoigner, je ne vois pas de grands troubles dissociatifs. Je vois beaucoup de tristesse, beaucoup de misère, aucune confiance en elles, aucune aisance dans leur corps. Et beaucoup d'absence, quoi. Beaucoup d'absence à elles-mêmes, au réel, mais pas une attitude post-traumatique. Alors, c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais voilà, encore une fois, j'essaie d'avoir un point de vue, un positionnement qui ne serait pas forcément le plus attendu. Et ce que je dis le dis principalement pour vous faire réfléchir, mais j'envoie toute ma compassion et tout mon soutien à ces filles, mais je pense que parfois, aider quelqu'un à s'en sortir, ce n'est pas lui caresser la tête en disant mon pauvre chouchou, mais c'est aussi dire, c'est se mettre plutôt à son égal et dire écoute, je suis désolée que tu aies eu à vivre ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence plus et à ton avis, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Mais juste dire oh là là, vraiment, c'est pas ta faute et c'est affreux, non, ça c'est infantilisant, c'est désexualisant, c'est déresponsabilisant et ça n'aide pas les gens à devenir de meilleures personnes et ça n'aide pas le monde à être peuplé de gens plus intelligents, de meilleure qualité, des rapports hommes-femmes plus doux, plus beaux et plus sains. Après, j'ai quand même une pensée pour la petite fille de Norman, parce qu'elle, ce sera une victime peut-être un peu de manière rétroactive de toute cette histoire, parce que tout ça a été mis en lumière, exposé sur les réseaux et tout, et moi c'est ça qui me déplaît également, c'est cette espèce de cancel culture, enfin ce truc de on lave son linge sale en public, et qu'il y a un côté où quand ces jeunes filles témoignent, alors pas toutes, mais la principale, la Maggie, enfin la canadienne, ben elle a l'air d'aller très bien, elle rigole, enfin il y a un côté que je trouve un petit peu indécent d'aller aussi loin dans l'humiliation publique quand toi, ce que tu as vécu, c'est ta faute, quoi, parce qu'elle elle est allée en voiture, elle a menti à ses parents, elle a loué une voiture, et elle est allée, ouais, elle s'est fait prendre pour une conne. Elle s'est fait prendre pour une conne, clairement. Mais c'est sa faute aussi. Et que ce soit elle qui ait lancé tout ce mouvement. Et on voit, enfin, il y a un côté qui me gêne, où j'ai l'impression que ça l'amuse. Alors que de l'autre côté, la vie de Norman, elle est détruite. Et ça aurait été une chose qu'il y ait, évidemment, toutes ces plaintes et tout ça. C'est hyper important pour les jeunes filles qui l'ont vraiment vécu en physique. Et pour que ça s'arrête et pour qu'ils ne puissent plus le faire. Mais tout ça n'avait pas besoin d'être fait publiquement. C'est ça qui, moi, me dérange. N'avait pas besoin d'être fait publiquement. Parce que maintenant, tout ça va rester sur Internet et on emmerde sa copine sur Instagram. Enfin, voilà, sa petite fille risquera de tomber là-dessus, ou enfin qu'on l'emmerde avec ça. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout que maintenant, sa carrière à lui, elle est détruite. Son contrat avec Webedia n'existe plus. Enfin, donc, c'est légitime que, évidemment, il ait ses procès et que les jeunes filles portent plainte. Par contre, le fait que ce soit en public et une espèce de lynchage et d'humiliation publique, ben ça non. Ou alors dans ce cas-là, il y a tellement d'autres histoires qui le méritent plus. Là, voilà. Bon, et je terminerai cette vidéo sur une note peut-être un peu plus fun en vous disant, n'hésitez pas à draguer des célébrités sur Internet, mais pour ça, il va falloir mettre du temps, de l'énergie, de la créativité, mais n'hésitez pas à le faire parce que franchement, ça en vaut la peine. Et si vous jouez bien votre game, ça peut vous donner accès à des gens intéressants, beaux, riches, drôles, charismatiques. Voilà, et hommes comme femmes. Mais pour ça, il faut en avoir vraiment envie. Il faut être vraiment porté par de la tendresse, par de l'intérêt, par de la curiosité et pas juste par la vénalité. Parce que souvent, ça se voit, ça se sent. Voilà. Donc, si vous voulez vous en sortir, avoir des attentes plus hautes pour avoir des relations de meilleure qualité avec des personnes de meilleure qualité, ou si vous voulez draguer des gens en ligne et y arriver, faites-vous coacher si vous ne savez pas comment le faire. C'est un beau cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même pour les fêtes. Et voilà, je vais terminer sur cette note-là. Donc surtout, n'hésitez pas à draguer des gens en ligne, ça en vaut la peine. Bisous Internet et bisous à tous mes ex.